Un chasseur de chars n'a qu'une seule mission. Trouver un blindé ennemi et le détruire avant lui. Mais entre 1939 et 1945, chaque nation a inventé sa propre réponse à ce défi mortel. Des déserts d'Afrique du Nord aux forêts russes, des plaines normandes jusqu'aux îles du Pacifique, des monstres d'acier ont été forgés, testés et envoyés au combat. Certains sont devenus des légendes. D'autres n'ont jamais quitté les usines. Voici l'histoire complète de chaque chasseur de chars de la Seconde Guerre mondiale. On commence maintenant. M3 GMC. Les Américains n'ont pas attendu. Ils ont vissé un canon de 75 mm sur un half-track et l'ont lancé dans le désert nord-africain contre les blindés de Rommel. Le M3 GMC était bruyant, rapide et suffisamment meurtrier pour changer l'issue des premiers affrontements en Tunisie. Aucune sophistication, juste de la puissance mobile là où elle était nécessaire. Il prouva que l'improvisation américaine pouvait tenir tête aux panzers germaniques dans les conditions les plus impitoyables de la campagne africaine. M6 GMC, un canon anti-char de 37 mm boulonné sur un camion Dodge. Voilà le M6 GMC, minimaliste jusqu'à l'absurde. Aucun blindage digne de ce nom, aucune protection pour l'équipage face aux éclats d'obus. Sa seule chance de survie reposait entièrement sur la vitesse et l'effet de surprise. En attaque éclair, il frappait et disparaissait avant que l'ennemi puisse répondre. Fragile mais étonnamment efficace dans les premières phases de la guerre du Pacifique et dans les unités légères de reconnaissance armée. T-40M9, une tentative ambitieuse. Installer un canon de 76 mm sur un châssis de char moyen. Le T-40 montra un réel potentiel lors des essais en conditions contrôlées, et les concepteurs croyaient tenir un vainqueur. Mais avant que la production de masse puisse démarrer, des conceptions plus avancées et plus efficaces rendirent ce projet obsolète. Il rejoignit le cimetière des prototypes prometteurs, l'un des nombreux chasseurs de chars américains qui ne vit jamais la couleur d'un vrai champ de bataille européen ou pacifique. M10 Wolverine. L'Amérique avait besoin d'un chasseur de chars de série. Elle obtint le Wolverine. Construit sur le châssis fiable du Sherman, doté d'une tourelle ouverte et d'un canon à haute vélocité, plus de 600 exemplaires sillonnèrent les champs de bataille d'Europe et d'Afrique. Sa tourelle non couverte le rendait vulnérable à l'infanterie et aux tirs d'artillerie indirects, mais sa mobilité et sa puissance de feu en faisaient un outil redoutable pour neutraliser les blindés ennemis en soutien des unités d'infanterie alliées. M18 L4, le véhicule blindé le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale. 55 miles à l'heure, une vitesse que les chars allemands ne pouvaient tout simplement pas égaler. Le L4 était léger, presque sous-blindé, mais son principe de combat était simple et dévastateur. Frapper, se replier, disparaître avant la contre-attaque. Contre les Panzer IV et même certains Panthers, cette tactique de guérilla blindée produisit des résultats extraordinaires. Les équipages qui maîtrisaient sa vitesse devinrent presque impossibles à détruire sur les routes normandes. M36 Jackson, quand le canon de 76 mm échoua à percer le blindage frontal des Panthers et des Tigers, l'Amérique riposta avec 90 mm de fureur concentrée. Le Jackson fut la réponse définitive aux blindés lourds allemands, le premier chasseur de chars américain capable d'affronter de face les machines les plus redoutées du Reich. Déployé massivement lors des offensives de 1944 et 1945, il rendit enfin aux équipages alliés la confiance de ne plus craindre le blindage frontal d'un Tiger I ou d'un Königstiger. Panzerjäger, l'Allemagne avait besoin d'un chasseur de chars. Tout de suite. La solution fut brutale dans sa simplicité. Monter un canon anti-char tchèque capturé sur le châssis obsolète du Panzer I. Le résultat était précaire, sous-blindé et inconfortable pour l'équipage, mais il fonctionnait. Le Panzerjäger y donna à l'infanterie allemande sa première capacité réelle de destruction blindée dans les premières campagnes de la guerre, et ouvrit la voie à toute une génération de chasseurs de chars allemands bien plus sophistiqués. STUG, 3 parties comme pièce de soutien d'infanterie,
Il devint l'arme de destruction blindée la plus produite de toute l'histoire allemande. Plus d'exemplaires du STUG-3 furent construits que pour n'importe quel autre véhicule blindé du Reich. Son profil bas en faisait un prédateur d'embuscade redoutable sur tous les théâtres d'opération du désert libyen aux forêts de Biélorussie. Robuste, économique à produire et mortellement efficace, le STUG-3 résuma l'essence même du chasseur de chars, frapper sans être vu. Dicker Max, son nom voulait tout dire. Le Gros Max transportait un canon de 105 mm conçu à l'origine pour défoncer les bunkers de la ligne Maginot. Seuls 2 prototypes furent construits, mais leur puissance de feu terrifiante fut déployée sur le front de l'Est contre les blindés soviétiques. Massif, difficile à dissimuler et mécaniquement capricieux, le Dicker Max ne fut jamais validé pour la production en série. Pourtant, ces 2 exemplaires laissèrent une empreinte documentée dans les archives de guerre germano-soviétiques de 1941. Panzerjäger 35R, quand on mène une guerre mondiale, rien ne se perd. Les chars légers français capturés lors de la débâcle de 1940 reçurent une deuxième vie sous la croix de fer allemande. Reconvertis en chasseurs de chars de seconde ligne, ces Renault R-35 transformés armèrent des unités d'occupation et de police blindées à travers l'Europe occupée. Leur valeur combat était limitée face aux blindés modernes, mais ils libéraient du matériel plus moderne pour le front, tout en maintenant une présence blindée dans les zones arrières du dispositif allemand. Sturmpanzer II, Sturé, Émile le Sturé Émile, l'Émile entêté. Il portait un canon de 128 mm capable de percer n'importe quel blindé soviétique depuis des distances incroyables. 2 prototypes expérimentaux furent engagés sur le front de l'Est, où leurs performances de tir longue portée dépassèrent toutes les attentes tactiques des ingénieurs allemands. Jamais validé pour la production en masse, cet engin démesuré prouva néanmoins un concept fondamental. La puissance de feu extrême peut compenser la faible mobilité quand les positions défensives sont bien choisies sur le terrain. Mardé, la France occupée fournit non seulement des prisonniers, elle fournit aussi des tracteurs blindés. Les véhicules Lorraine capturés furent équipés de puissants canons anti-chars allemands pour créer le Mardé I. Né de la pure nécessité industrielle, ce chasseur de chars improvisé servit principalement sur le front de l'Est et en Afrique du Nord. Sa silhouette haute le rendait vulnérable, mais dans les zones de combat défensif où le camouflage compensait l'exposition, il infligea des pertes significatives aux colonnes blindées adverses qui n'en attendaient pas tant. Mardé II construit sur le vieillissant châssis du Panzer II, le Mardé II souffrait d'un profil dangereusement élevé qui en faisait une cible facile à repérer. Mais ce qu'il perdait en discrétion, il le compensait par la puissance de son canon anti-char capable de percer le blindage des T-34 soviétiques à des distances de combat standard. Utilisé intensivement sur le front de l'Est à partir de 1942, il représentait une solution transitoire en attendant les chasseurs de chars plus perfectionnés en cours de développement dans les bureaux d'études allemands. Mardé III, le meilleur de la famille Mardé. En convertissant les excellents chars tchèques PZ-38 T en plateforme mobile d'artillerie anti-char, l'Allemagne créa l'un des chasseurs de chars les plus réussis de la guerre. Armé du redoutable canon de 75 mm, le Mardé III combinait un châssis fiable avec une puissance de feu supérieure à tout ce que les soviétiques pouvaient lui opposer en 1942 et 1943. Sa production fut suffisamment importante pour en faire un acteur décisif sur de multiples fronts simultanément. Ropenschleppe OST PAC, quand la boue russe engloutissait tout, ce tracteur chenillé continuait d'avancer. Conçu spécifiquement pour les conditions brutales du front de l'Est, le Ropenschleppe OST portait un canon léger sur une plateforme conçue pour survivre au gel, à la gadoue et aux pistes impraticables de l'Ukraine. L'approche était rudimentaire, aucun blindage sérieux, aucun confort, mais son efficacité dans les terrains que d'autres véhicules refusaient de traverser en fit un outil précieux pour les unités d'infanterie allemandes combattant loin des routes pavées. Mardé 3H, l'expérience forge les ingénieurs. Sur le Mardé 3H, les concepteurs déplacèrent le moteur vers l'arrière,
donnant aux servants un meilleur accès à leurs armes et améliorant légèrement la survie en combat. Des ajustements techniques mineurs en apparence, mais qui, sur un champ de bataille où chaque seconde compte, pouvaient faire la différence entre recharger à temps et être détruit. Ces petites évolutions représentaient exactement le type d'apprentissage continu qui caractérisa le développement des blindés allemands tout au long de la guerre. Nashorn, Rhinocéros, le légendaire canon de 88 mm. Sur un châssis hybride, ce sniper longue portée était redouté sur tout le front de l'Est. Le Nashorn pouvait engager et détruire les blindés soviétiques avant même qu'ils entrent dans la portée efficace de leurs propres armes. Son profil élevé restait une faiblesse, mais dans les espaces ouverts de la steppe russe, sa portée létale surpassait ce désavantage. Les équipages qui survivaient suffisamment longtemps pour maîtriser leur engin devenaient des tueurs à longue distance redoutés. Ferdinand, éléphant 65 tonnes d'acier germanique. Dévoilé à la bataille de Koursk, le Ferdinand était pratiquement invulnérable de face avec un blindage frontal atteignant 200 mm d'épaisseur. Mais ses moteurs surchauffaient constamment, et ses flancs restaient exposés à l'infanterie soviétique équipée de charges creuses. Rénové en éléphant après Koursk, il continua à servir en Italie et sur le front de l'Est. Son histoire illustre parfaitement la tension permanente entre protection maximale et fiabilité mécanique dans la conception des blindés lourds. Jagd Panzer IV. Quand la production du STUG-3 ne suffit plus à combler les pertes, le châssis du Panzer IV prit le relais. Avec le même profil bas et la même capacité létale, le Jagd Panzer IV apporta une puissance de feu anti-char sérieuse dans les phases défensives de 1944. Bien blindé frontalement, rapide et discret, il incarnait la doctrine allemande du chasseur de chars défensif attendre, frapper à courte portée, disparaître avant la riposte. Des milliers d'unités alliées le rencontrèrent dans les haies normandes et les forêts ardennaises. Jagd Panzer IV L70 conçu dès le départ comme un chasseur de chars pur, pas une conversion. Avec un canon de 75 mm à canon long et un blindage frontal incliné épais, le Jagd Panzer IV L70 représentait l'aboutissement de la doctrine anti-char allemande. Bas, puissant, difficile à toucher. Son seul défaut était un moteur surchargé par le poids du canon amélioré, limitant légèrement sa fiabilité en marche. Mais en position statique d'embuscade, il était l'un des adversaires les plus dangereux de la campagne d'Europe occidentale en 1944 et 1945. Hetzer petit, incliné, insaisissable. Le Hetzer était économique à produire et dévastateur en embuscade. Son blindage frontal à 60 degrés déviait des obus qui auraient perforé des véhicules bien plus imposants. Conçu pour être construit rapidement et en grand nombre, il inonda les unités de chars légères des dernières années de guerre. Des milliers furent déployés sur tous les fronts du déclin allemand. Son rapport coût-efficacité en fit l'un des meilleurs chasseurs de chars de la guerre, la preuve qu'un petit prédateur bien positionné vaut parfois un monstre de 60 tonnes. Jagd Panther pour beaucoup, la perfection incarnée. La vitesse et la fiabilité du châssis Panther. La puissance de destruction du canon de 88 mm. Un blindage incliné capable d'absorber la plupart des obus alliés. Le Jagd Panther combinait toutes les qualités du chasseur de chars idéal en un seul véhicule. Malheureusement pour l'Allemagne, sa production arriva trop tard et en trop faible quantité pour influencer réellement l'issue de la guerre. Mais son concept fut si abouti qu'il influença la conception des chasseurs de chars pendant les décennies suivantes. SDK-FZ 234 car vitesse et puissance de feu montée sur 8 roues. Ce véhicule blindé sur roues portait un canon de 75 mm et pouvait foncer vers des secteurs menacés bien plus vite que n'importe quel véhicule chenillé. Sa mission, réponse anti-char rapide sur des distances que les Panzers ne pouvaient couvrir à temps. Idéal pour les espaces ouverts de la steppe ou les routes d'Europe occidentale, il apportait une mobilité stratégique que les véhicules chenillés, malgré toute leur robustesse, ne pouvaient pas égaler en vitesse de déploiement opérationnel.
SDKFZ 251-22-1 Half-Track standard. Un canon de 75 mm boulonné dessus. Résultat, un chasseur de chars mobile, flexible, mais terriblement vulnérable au moindre tir en retour. Le SDKFZ 251-22 illustre parfaitement la philosophie allemande de fin de guerre, mettre une arme redoutable sur n'importe quel châssis disponible. En défense rapide, lors de retraites couvrant des positions menacées, il se révélait étonnamment efficace. Mais les équipages savaient que la moindre erreur de positionnement pouvait les transformer en cibles faciles pour l'infanterie comme pour les blindés ennemis. Jagd Tiger, le véhicule blindé de combat le plus lourd à avoir jamais combattu dans une guerre. 75 tonnes. Un canon de 128 mm capable de détruire des cibles à plus de 3 km de distance. Sur le papier, le Jagd Tiger était imbattable. Dans la réalité, les pannes mécaniques clouèrent la plupart d'entre eux au sol avant même le premier engagement. Ceux qui atteignirent le combat semèrent la terreur dans les rangs alliés, mais leur faible nombre et leur fiabilité catastrophique empêchèrent toute influence stratégique réelle sur les derniers mois du conflit. Waffentrager, Ardelt, un pari de fin de guerre. Tout le blindage sacrifié au profit de la puissance de feu brut. Le Waffentrager Ardelt était un porteur d'armes léger, conçu pour être produit vite et en grand nombre, transportant de lourds canons anti-chars avec pour seule protection la vitesse et la dissimulation. En théorie, son rapport coût-efficacité était révolutionnaire. En pratique, ces équipages exposés payaient le prix fort face à l'artillerie et à l'infanterie. Ils symbolisent l'état de désespération industrielle dans lequel l'Allemagne se trouvait à l'aube de 1945. Su-100Y, une forteresse roulante équipée d'un canon naval de 130 mm. Ce prototype soviétique ressemblait davantage à une maison blindée sur chenilles qu'à un véhicule de combat conventionnel. Un seul exemplaire fut engagé au combat lors des combats défensifs autour de Moscou en 1941. Massif, pratiquement impossible à manœuvrer en terrain complexe, et totalement inadapté à la guerre de mouvement soviétique. Pourtant, sa présence sur le champ de bataille produisait un effet psychologique certain sur les unités ennemies qui le croisaient pour la première fois. ZIS, 30 ans de désespoir, solution désespérée. Un canon anti-char de 57 mm ZIS, monté en urgence sur un minuscule tracteur chenillé Consomolet. Aucune protection, aucun blindage, aucune chance si l'ennemi ripostait efficacement. Un verre brisé, armé d'une lance mortelle. Pourtant, lors des terribles batailles défensives de l'automne 1941, le ZIS-30 représentait parfois la seule arme anti-char disponible pour stopper le Panzers allemand qui avançait. Ces équipages savaient qu'ils étaient vulnérables et ils combattaient quand même, ce qui dit tout sur le caractère soviétique de cette guerre. Su-76, les équipages l'appelaient de nom peu flatteur à cause de son intérieur inconfortable et de son châssis bruyant. Mais ce canon d'assaut léger devint le deuxième véhicule blindé soviétique le plus produit de toute la guerre. Déployé massivement en soutien d'infanterie directe, le Su-76 était présent sur tous les fronts, dans toutes les conditions. Sa légèreté lui permettait de traverser des terrains inaccessibles aux blindés plus lourds. Rustique, fiable, et produit en dizaines de milliers d'unités, l'essence même de la doctrine industrielle soviétique appliquée au combat blindé. Su-122 conçu pour démolir les bunkers et fortifications ennemies, le Su-122 découvrit un talent brutal et imprévu pour la chasse aux Panzers. Son obusier de 122 mm tirait des obus explosifs massifs dont la concussion et la souffle pouvaient littéralement arracher les tourelles des chars allemands sans même les percer directement. À Koursk et dans les grandes offensives de 1943, ce talent inattendu fit du Su-122 une arme redoutée. Pas le chasseur de chars le plus précis, mais l'un des plus dévastateurs dans les combats rapprochés de forêts et de villages. Su-152, le tueur de bêtes. Vainqueur de son surnom à Koursk pendant l'été 1943.
Son canon de 152 mm tirait des obus si dévastateurs qu'il pouvait arracher la tourelle d'un Tiger, 10 tonnes d'acier projetées dans les airs. Quand les ingénieurs soviétiques apprirent l'existence du Tiger et du Ferdinand, ils n'avaient pas de réponse prête. Le Su-152 fut cette réponse, construite en urgence mais arrivée à temps pour les grandes batailles de chars de l'été 1943. Il prouva que la puissance brute peut surpasser la sophistication quand les enjeux sont absolus. Su-85 La riposte soviétique au Tiger et au Panther. Monté sur le châssis éprouvé du T-34, le Su-85 portait un canon à haute vélocité de 85 mm capable de percer le blindage des nouveaux chars lourds allemands à des distances de combat standard. Il comblait enfin le vide tactique laissé par les canons de 76 mm devenus insuffisants en 1943. Produit en milliers d'exemplaires, il donna aux unités de l'armée rouge la puissance de feu nécessaire pour affronter les blindés germaniques modernes dans les grandes offensives de 1944. ISU-122 construit sur le châssis massif du char lourd IS, l'ISU-122 combinait un blindage épais avec la puissance du canon de 122 mm en une plateforme qui pouvait encaisser les coups autant qu'en distribuer. Là où les chasseurs de chars légers devaient esquiver et se dissimuler, l'ISU-122 pouvait foncer droit devant, absorber les tirs ennemis, et répondre avec une puissance de feu dévastatrice. Lors des assauts urbains de Berlin et Varsovie, sa double capacité d'attaque et de résistance en faisait une pièce maîtresse des formations blindées soviétiques. ISU-122 est une version améliorée avec un taux de tir supérieur. Le 122S pouvait enchaîner les tirs plus rapidement que son prédécesseur, un avantage décisif dans les combats rapprochés des rues de Berlin ou des croisements de routes ukrainiennes. Dans un duel de blindés, une seconde de différence entre deux tirs peut tout changer. Cette amélioration apparemment mineure transformait l'ISU-122S en une menace encore plus dangereuse dans les engagements à courte portée où la cadence de tir primait souvent sur la précision et la portée maximale. Su-100 l'un des meilleurs chasseurs de chars de la guerre. Son canon de 100 mm perçait n'importe quel blindage allemand aux distances de combat réelles. Son châssis robuste assurait fiabilité et maintien en service prolongé. La qualité de sa conception était si supérieure que le Su-100 continua à servir dans de nombreuses armées des décennies après la fin de la guerre, un témoignage remarquable de l'excellence ingénierie soviétique dans les dernières années du conflit. Certains exemplaires virent encore le combat lors de guerres régionales des années 1960 et 1970. LP2A, portée 2 pounder, l'ingéniosité australienne dans le désert. Un canon anti-char de 2 livres monté sur un porteur universel pour permettre un déploiement rapide et un retrait immédiat après le tir. Simple, efficace, et parfaitement adapté à la guerre de mouvement fluide du désert nord-africain contre les Panzers de l'Afrika Korps. Ses servants pouvaient déployer l'arme, tirer plusieurs salves, et disparaître avant que l'artillerie ennemie puisse régler son tir. Une solution légère qui sauva de nombreux équipages de la destruction dans les sables de Libye et d'Égypte. AEC portait un lourd camion AEC transportant un canon anti-char de 6 livres à travers les étendues brûlantes du désert nord-africain. Face au Panzer de Rommel, la vitesse était synonyme de survie et l'AEC portait livrait les deux. Rapide sur les pistes désertiques, capable de placer rapidement son canon en position ou de l'évacuer avant l'encerclement, il représentait la doctrine britannique de mobilité anti-char. Dans la guerre du désert où les distances comptaient autant que la puissance de feu, cette combinaison de camions et de canons s'avéra étonnamment efficace pendant les campagnes de 1941 et 1942. Dicon la réponse britannique à la guerre mobile du désert. Monter un canon de 6 livres sur un camion blindé Matador créait une plateforme de tir rapide parfaite pour les grands espaces ouverts de l'Afrique du Nord. Le Dicon n'était pas un char, c'était la mobilité d'une batterie d'artillerie anti-char combinée à la vitesse routière d'un véhicule à roues. Lors des grandes batailles d'Al-Alfa et d'El Alamein,
Ces pièces apportèrent un appui anti-char flexible que les unités blindées britanniques ne pouvaient obtenir par d'autres moyens aussi économiques et rapidement déployables. Churchill Gun Carrier massif, cubique et lourdement blindé. Le Churchill Gun Carrier montait un canon de 76 mm sur le mythique châssis du Churchill. Bien protégé contre le feu direct ennemi, il souffrait d'une mobilité tactique catastrophiquement lente qui limitait sévèrement son emploi en opération offensive. Trop lent pour suivre les percées blindées, trop encombrant pour les zones urbaines étroites, il trouva néanmoins une niche dans les opérations de soutien défensif lourd où sa protection supérieure compensait l'absence de vitesse. Sa valeur principale résidait dans sa capacité à absorber les coups que des véhicules plus légers n'auraient pas survécu. Archer brillamment non conventionnel. Le canon pointait vers l'arrière, une idée qui semblait absurde jusqu'à ce qu'on comprenait le génie tactique derrière elle. L'archer pouvait tirer et immédiatement rouler en marche arrière sans effectuer de demi-tour, réduisant son exposition sous le feu ennemi à quelques secondes. Dans le bocage normand où les embuscades dominaient, cette capacité unique de tir et repli instantané en faisait un outil d'embuscade parfait. Les équipages qui maîtrisaient cette tactique contre-intuitive survivaient là où d'autres véhicules se retrouvaient pris dans le feu croisé des contre-attaques blindées allemandes. Hachi prendre un M10 américain. Lui greffer le légendaire canon britannique de 17 livres. Créer quelque chose de vraiment redoutable. L'Hachi était un hybride anglo-américain capable de percer le blindage de n'importe quel char allemand rencontré dans le nord-ouest de l'Europe. Son canon de 17 livres, initialement développé pour le Firefly, transformait la plateforme M10 en prédateur de premier rang. Lors des combats en Normandie, aux Pays-Bas et dans la poussée finale vers le Rhin, l'Hachi s'imposa comme l'un des chasseurs de chars les plus efficaces des forces alliées occidentales. Avengé basé sur le châssis du croiseur Cromwell avec un blindage renforcé et le puissant canon de 17 livres, l'Avengé combinait vitesse de croiseur et puissance de destruction lourde. Sa tourelle ouverte représentait une faiblesse évidente face aux éclats d'obus et aux tirs plongeants d'artillerie, mais la puissance de feu du 17 livres compensait largement cette vulnérabilité dans la plupart des engagements. Conçu trop tard pour voir un service intensif en 1944, l'Avengé fut produit en nombre limité mais s'imposa comme un chasseur de chars respecté chez les équipages qui eurent la chance de le piloter. Semovante L40 d'A 47 32e minuscule, léger, et armé d'un canon de 47 mm qui peinait à percer le blindage des chars alliés modernes. Les équipages italiens des Semovante L40 se battirent avec courage dans des véhicules techniquement dépassés face à l'armement allié dès 1942. Leur bravoure sur le terrain contrastait douloureusement avec les limitations matérielles imposées par l'industrie de guerre italienne. En Afrique du Nord et en Sicile, ces petits chasseurs de chars jouèrent surtout un rôle de soutien d'infanterie plutôt qu'une vraie fonction anti-char contre les Sherman et les Crusaders britanniques. Semovante 75 18e M13, le véhicule blindé le plus réussi de l'Italie fasciste, inspiré directement du STUG-3 allemand observé en Afrique du Nord. Sa combinaison d'obusiers de 75 mm et de protection blindée raisonnable lui offrit une capacité anti-char surprenante contre les blindés alliés légers et moyens. Dans les campagnes d'Afrique du Nord et de Sicile, il prouva sa valeur bien au-delà des espérances initiales, donnant aux forces italiennes une plateforme de combat blindé crédible dans une guerre où l'industrie nationale peinait à produire des véhicules à la hauteur des standards germano-alliés. Semovante 75 18e M14, un châssis amélioré et un moteur plus fiable maintinrent ce Semovante compétitif dans les conditions brutales de la campagne nord-africaine, où la fiabilité mécanique importait parfois plus que l'épaisseur du blindage. Les pannes mécaniques tuaient autant que les obus dans le désert et le M14 résolvait en partie les problèmes de surchauffe qui affectaient son prédécesseur. Engagé lors des dernières phases de la campagne africaine et lors des combats défensifs de Sicile, il représentait l'effort continu de l'industrie italienne pour maintenir ses blindés au niveau des exigences du combat moderne. Semovante 90 53e, un canon anti-aérien de 90 mm monté sur véhicule blindé. Excellente pénétration,
portée exceptionnelle, mais dotée d'une réserve de munitions si limitée que chaque tir devait compter absolument. Le Semovente 90-53e était le sniper le plus dangereux du parc blindé italien, capable d'engager et de détruire des cibles à des distances que les autres véhicules italiens ne pouvaient même pas atteindre. Ses performances balistiques surpassaient la plupart des chasseurs de chars alliés de 1942, mais sa faible capacité d'emport en munitions en limitait l'emploi opérationnel de manière sévère et contraignante. Semovente 75-34e, un canon plus long signifiait une meilleure pénétration de blindage. Cette modernisation donna enfin aux équipages italiens une chance réelle contre les chars alliés améliorés qui traversaient la Sicile et remontaient la péninsule italienne en 1943 et 1944. La version longue du canon de 75 mm transformait le Semovente en un adversaire crédible là où les versions précédentes avaient montré leurs limites. Dans les batailles défensives dans les montagnes et les zones urbaines d'Italie centrale, le 75-34e représentait le meilleur compromis que l'industrie italienne pouvait offrir en termes de puissance de feu anti-char. Semovente 105-25 surnommé le Bassotto, le Teckel pour son profil rasant et son allure basse. Ce puissant canon d'assaut portant un obusier de 105 mm se révéla redoutable lors des combats défensifs acharnés sur le sol italien. Sa capacité à détruire les fortifications ennemies et les véhicules blindés à courte portée en faisait une pièce polyvalente précieuse. Produit en petit nombre mais engagé avec efficacité par des équipages bien entraînés, il figurait parmi les blindés les plus capables de l'Italie fasciste dans les dernières phases de la campagne italienne. Semovente 75-46e construit pendant l'occupation allemande avec un blindage renforcé et un canon perfectionné, ce Semovente tardif porta les couleurs de la République sociale italienne. Les équipages italiens l'utilisèrent dans des conditions de chaos opérationnel extrême, combattant parfois contre les Alliés, parfois contre les forces allemandes elles-mêmes dans la désintégration politique et militaire de 1943 à 1945. Malgré ce contexte chaotique, le 75-46e représentait techniquement l'un des meilleurs véhicules blindés jamais produits par l'industrie italienne. Trop tard pour changer le cours d'une guerre déjà perdue. Oni est le premier chasseur de chars dédié du Japon. Un canon de campagne de 75 mm monté sur le châssis du char moyen Chia. La production limitée signifiait que peu d'exemplaires atteignirent jamais les zones de combat du Pacifique dans des quantités suffisantes pour peser sur les engagements. Face aux Sherman américains en Birmanie et aux Philippines, sa puissance de feu était théoriquement adéquate, mais le manque de blindage de tourelles et les problèmes logistiques japonais de fin de guerre limitèrent sévèrement son impact réel sur le déroulement des combats terrestres dans le théâtre asiatique du Pacifique. Oro, inspiré directement par les canons d'assaut allemands, le Oro portait un obusier massif de 150 mm sur un châssis de char moyen. Sa puissance de feu explosive était dévastatrice contre l'infanterie et les positions fortifiées, mais seule une poignée d'exemplaires fut jamais construite. L'industrie japonaise, étranglée par les bombardements alliés et les pénuries de matériaux stratégiques, ne put jamais produire ce type de véhicule en quantité suffisante. Le Oro resta un concept prometteur dont le potentiel ne fut jamais réalisé faute de capacités industrielles adéquates dans une nation progressivement asphyxiée. Oni II, armé d'un obusier de 105 mm et orienté vers le soutien d'infanterie plutôt que la chasse aux chars, le Oni II représentait une conception différente dans la famille des chasseurs de chars japonais. Sa production resta faible, l'industrie japonaise était incapable de répondre à la demande simultanée de marines, d'avions et de blindés terrestres. Contre les forces mécanisées alliées avançant en Asie du Sud-Est, ses capacités anti-chars réelles restaient limitées, mais sa puissance d'appui direct contre l'infanterie en fit une pièce utile dans les batailles défensives des îles et de la Birmanie. Oni III, la tentative finale du Japon vers un chasseur de chars véritablement efficace, avec un compartiment de combat fermé, offrant enfin une protection réelle à l'équipage. Mais quand la production démarra sérieusement, les pénuries de carburant devinrent si catastrophiques que la majorité des exemplaires construits ne quittèrent jamais les îles japonaises.
Réservés pour la défense du territoire natal contre une invasion alliée qui ne vint jamais sous cette forme, ces véhicules attendirent une bataille qui n'eut pas lieu. Leur existence symbolise le paradoxe d'un Japon qui concevait encore des armes alors qu'il n'avait plus de carburant pour les faire rouler. Zrínyi II, le canon d'assaut hongrois, arborait une coque large et stable supportant un obusier de 105 mm. Il se révéla particulièrement efficace dans les batailles défensives de montagne contre les forces soviétiques avançant à travers les Carpates. Sa stabilité sur terrain accidenté et sa puissance de feu lui permirent de tenir des positions que des véhicules plus légers auraient dû abandonner. Produit en nombre limité mais engagé avec compétence par des équipages hongrois déterminés, le Zrínyi II représente l'une des contributions les plus sérieuses des forces de l'axe non germanique au développement des blindés d'assaut lourd pendant la Seconde Guerre mondiale. Takamer 35 chars légers français capturés en 1940, modifiés avec des canons plus puissants pour affronter l'armure soviétique moderne. Ces conversions désespérées illustrèrent comment les petites nations de l'Axe se débattaient pour constituer une force blindée avec les moyens du bord. Le R-35 d'origine était déjà obsolète en 1940, reconverti en chasseur de chars avec un canon soviétique de 45 mm, il restait marginal face au T-34. Mais dans les réalités économiques et industrielles de la Roumanie en guerre, il représentait le maximum de ce qu'une nation de taille moyenne pouvait assembler sous pression de guerre totale. Takam T-60, l'ingéniosité roumaine poussée à l'extrême. Des chars soviétiques T-60 capturés, équipés de canons anti-chars soviétiques de 76 mm capturés. Quand vous êtes coincé entre deux géants, vous vous armez de tout ce qui tombe entre vos mains, même les armes de l'ennemi. Cette combinaison de matériel capturé créa un chasseur de chars fonctionnel à partir de pièces entièrement récupérées sur le champ de bataille. Pratique, économique, et basé sur des composants dont les équipages comprenaient déjà le fonctionnement pour les avoir étudiés lors de leur capture ou de leur récupération. Takamer II combinait un châssis de char tchèque LTVZ 35 avec des canons anti-chars soviétiques capturés créa le chasseur de chars le plus efficace de l'arsenal roumain. Un véhicule bâtard né de la nécessité absolue, qui fonctionna mieux que quiconque ne l'avait espéré dans les batailles défensives sur le front de l'Est. Sa conception hybride imposée par les circonstances produisit paradoxalement une plateforme équilibrée, châssis fiable, armement puissant, suffisamment mobile pour les missions défensives auxquelles les forces roumaines étaient assignées sur les flancs exposés du dispositif germano-roumain en Ukraine. T-13, Belgique. Le chasseur de chars légers belge combattit courageusement lors de l'invasion de mai 1940 malgré un blindage si mince qu'il n'offrait pratiquement aucune protection contre les canons allemands. Les équipages belges affrontèrent la Blitzkrieg dans des véhicules qui représentaient du courage absolu mais peu de chances de survie réelle. Leurs engagements désespérés contre les colonnes de Panzer témoignaient d'une bravoure remarquable dans des circonstances militairement insurmontables. Le T-13 symbolise la tragédie des petites nations qui préparèrent leur défense trop faiblement pour une guerre qui arriva avec une violence et une vitesse sans précédent dans l'histoire militaire. Koda T-32, Yougoslavie, chasseur de chars légers yougoslaves conçu pour la reconnaissance. L'invasion allemande d'avril 1941 survint avant que la production significative puisse démarrer. Ce design prometteur resta essentiellement sur papier plutôt que sur les champs de bataille. La rapidité de l'effondrement yougoslave ne laissa aucune chance à ces projets de se matérialiser en quantité utile. Certains prototypes existaient, mais l'industrie militaire yougoslave n'avait ni le temps ni les ressources pour convertir les plans en véhicules de combat opérationnels face à la machine de guerre allemande qui envahit le pays en quelques jours seulement. TKSD, Pologne. Un tanquette si minuscule qu'il pouvait se dissimuler derrière un obstacle que la plupart des hommes enjambraient sans effort. Armé d'un canon anti-char de 20 mm, il exigeait des nerfs d'acier de ses équipages, 2 hommes dans un espace quasi inexistant, fonçant contre des panzers. Sa taille microscopique le rendait difficile à cibler pour l'artillerie ennemie.
Quelques TKS modifiés participèrent à la campagne de septembre 1939, représentant l'extrême limite de ce que la Pologne pouvait déployer pour défendre un territoire envahi simultanément de l'Ouest et, quelques semaines plus tard, de l'Est. L'AFLI W-15 TCC, France, la tentative française de guerre anti-char mobile. Un camion léger blindé portant un canon de 47 mm, une combinaison de vitesse et de puissance de feu destinée à intercepter les percées blindées ennemies avant qu'elles ne se transforment en rupture totale. Vitesse et puissance de feu ne compensèrent pas la vulnérabilité fondamentale de ce véhicule quand les Panzers traversèrent les Ardennes en mai 1940. Le LAFLI TCC illustre l'écart fatal entre la doctrine militaire française défensive, patiente, statique et la réalité de la blitzkrieg allemande qui se jouait à une vitesse et une profondeur que personne n'avait véritablement anticipées. BT-42, Finlande. L'improvisation finlandaise portée à son expression la plus singulière. Un char soviétique BT capturé, surmonté d'un obusier britannique dans une tourelle surdimensionnée qui donnait à ce véhicule une silhouette inoubliable. Maladroit, instable en raison du déséquilibre entre la tourelle et le châssis, et mécaniquement imprévisible mais profondément finnois dans son caractère. Ce mélange improbable de matériel capturé illustrait la capacité finlandaise à transformer les ressources de l'ennemi en armes propres, une nécessité absolue pour une petite nation combattant l'Union soviétique avec des ressources industrielles infiniment inférieures à celles de son adversaire géant. SAV M43, Suède. Le canon d'assaut suédois pour le soutien d'infanterie. Bien conçu, efficace, et suffisamment performant pour rester en service de nombreuses décennies après la guerre, une preuve de l'excellence de l'ingénierie suédoise appliquée au système de combat blindé. La Suède, neutre mais déterminée à défendre sa souveraineté, construisit des véhicules qui auraient pu rivaliser avec les productions de puissance bien plus grandes. Le SAV M43 représentait exactement cet effort. Une nation qui refusait de choisir un camp mais qui se préparait, avec un soin méticuleux, à affronter quiconque violerait sa neutralité déclarée pendant le conflit. PVKV M43, Suède. La neutralité suédoise exigeait de véritables défenses. Ce chasseur de chars tardif présentait un excellent blindage frontal incliné et un canon à haute vélocité capable d'engager efficacement tout blindé qui aurait osé franchir les frontières suédoises. Jamais engagée au combat, la Suède maintint sa neutralité jusqu'à la fin, mais témoignant de la sophistication de l'industrie de défense suédoise. Certains considèrent le PVKV M43 comme l'un des meilleurs chasseurs de chars jamais construits par une puissance neutre, une arme forgée non pour la conquête mais pour la dissuasion pure et la défense de la liberté nationale. Quel chasseur de chars de cette liste vous a le plus surpris? Le Hetzer minuscule, le Jagdtiger colossal, ou peut-être le BT-42 finnois improbable. Dites-le dans les commentaires, et si vous voulez qu'on explore chaque nation plus en détail, abonnez-vous pour ne rien manquer.